invoquant une disposition dérogatoire, soit contre la Charte canadienne, soit contre la Charte québécoise. Et dans la majorité des cas, c'était pour des raisons de justice sociale. Par exemple, à la Cour des petites créances, vous n'avez pas le droit d'être représenté par avocat. Donc, il y a une limite au droit à l'avocat qui est consacré par la Charte québécoise. Pourquoi? Pour favoriser l'accès à la justice, pour que les gens puissent avoir accès à la justice sans que ça coûte très cher d'avocat. Donc, on voit un objectif de justice sociale dont on a besoin, donc pour l'atteindre, on a besoin de porter atteinte aux chartes, d'invoquer la disposition dérogatoire. On pourrait multiplier les exemples, entre autres dans les lois en matière de retraite. Il y a plusieurs lois en matière de retraite qui ont les dispositions dérogatoires des deux chartes. Pourquoi? Parce que dans ces lois-là, on fait des discriminations en faveur des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui, dans les années 40, 50, avaient des salaires tellement bas qu'elles ne pouvaient pas cotiser pour un régime de retraite. Et là, on a adopté des lois pour dire, bien, pour ces femmes-là, on va créer des régimes de retraite plus avantageux pour les femmes que pour les hommes. Ce qui porte atteinte au droit à l'égalité fondé sur le sexe. Donc, clause dérogatoire là aussi. Donc, la majorité des cas de clause dérogatoire, c'est vraiment pour la justice sociale, dans quelques cas pour défendre la langue française également. Donc ça, c'est au niveau très concret. Maintenant, au niveau un petit peu plus philosophique, et là, j'envoie le message particulièrement aux jeunes souverainistes, je pense que si vous souhaitez que le projet d'indépendance redevienne, si vous voulez, important, pertinent pour une large partie de la population, il faut, à mon avis, que le projet souverainiste redevienne ce que j'appelle une proposition philosophique alternative. Ça veut dire qu'il faut vraiment, sur le fond, offrir autre chose que du libéralisme. Je ne pense pas qu'on va diviser un pays du G8 seulement pour mettre fin au dédoublement administratif. Je pense qu'on va le faire si on a vraiment un projet radicalement différent du Canada de 1982 à offrir. Et ce projet, ça pourrait être celui d'un Québec républicain, au sens français du terme, et donc d'un Québec où les droits individuels ne sont pas hégémoniques, mais combinés avec des valeurs collectives comme la justice sociale, l'identité nationale. Et dans un Québec indépendant, le rapport entre l'individuel et le collectif, eh bien, il serait régi par des règles adoptées par des élus, et ces élus-là seraient surveillés, certes, mais pas par des juges nommés par Ottawa, mais par un peuple éduqué, actif, politisé, bref, par des citoyens libres sur le plan collectif et non plus seulement sur le plan individuel. Merci. Très intéressant. On a un bon 15-20 minutes de questions, donc s'il y en a qui veulent y aller, je vais vos mains. Monsieur. Bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les gouvernements, y compris les gouvernements indépendantistes, ont-ils toujours été aussi frileux pour utiliser la clause dérogatoire? Mais c'est pas parce que peut-être les droits individuels sont leur pain et leur beurre. Après, je vous pose la question. À tous les deux. Je peux commencer, effectivement. Donc, comme je disais, je viens de compléter l'étude sur la disposition dérogatoire. Bien, première des choses, la disposition dérogatoire est utilisée plus souvent qu'on le croit. Donc, on entend souvent dire ça, qu'elle est très peu utilisée. On l'entendait dire. Personne, à ma connaissance, avait vraiment fait l'exercice d'aller voir dans chacune des gros recueils de lois annuelles de SODEPE, voir le nombre d'utilisations. Moi, je l'ai fait. J'ai trouvé 41 lois depuis 1975, donc depuis la disposition dérogatoire de la Charte québécoise. Donc, c'est pas rien, 41 lois, puis plusieurs clauses dérogatoires dans chacune des lois pour un total de 106 alinéas comprenant une disposition dérogatoire, ce qui est quand même pas rien. Et donc déjà, il est utilisé. Ensuite, il y a également le gouvernement Lévesque qui l'a utilisé sur toutes les lois, en fait. Entre 1982 et 1985, le gouvernement Lévesque a dit « Nous refusons cette charte canadienne qui vient limiter notre autonomie. Nous mettons la disposition dérogatoire dans toutes les lois. » Et ça, quand je parle des 41 lois, je ne compte même pas ces lois-là entre 82 et 85. Donc, le gouvernement Lévesque a mis la disposition dérogatoire dans toutes les lois entre 82 et 85. À mon avis, c'était la chose à faire. Puis là, ensuite, quand le gouvernement libéral est revenu au pouvoir, a cessé de faire ça. Le gouvernement Parizeau pensait faire la souveraineté à court terme, donc n'a pas renouvelé les clauses dérogatoires dans toutes les lois, ce qui, à mon avis, était une erreur. Idéalement, le gouvernement souverainiste qui s'assume, à la limite même autonomiste, devrait mettre la disposition dérogatoire de la Charte canadienne systématiquement dans toutes les lois. Évidemment, il y aurait toute une bataille de relations publiques à faire avec ça, parce que, là, évidemment, on connaît là, les libéraux et leurs alliés qui viendraient nous dire qu'on porte atteinte aux droits fondamentaux, alors qu'on ferait juste en sorte qu'elles soient protégées par des élus plutôt que par des juges nommés. Donc ça, c'est une réponse plus générale. Puis sinon, pour le cas par cas, c'est vraiment parce qu'avec les chartes, il y a l'idéologie qui avance. C'est pas juste autant le fédéralisme est idéologique, autant le chartisme est idéologique. Puis, donc, ensuite, c'est repris par les médias, cette façon de penser-là, strictement en termes d'individu, comme si l'individu était la mesure de tout. C'est repris, ce qui fait ensuite que ça devient très difficile de dire
pour un cas précis, on va utiliser la disposition dérogatoire, on a l'air de violer des droits. Alors je pense que plutôt que de le faire au cas par cas, puis de devoir dire qu'on viole des droits, parce que c'est un petit peu la logique de la clause dérogatoire, mettons la disposition dérogatoire sur toutes les lois, faisons-en une bataille politique et non pas une bataille individuelle où là, il va y avoir une pauvre petite victime ou quoi qui pourra dire que si on met la clause dérogatoire, ça brime ses droits. Allons-y politiquement sur toutes les lois, c'est la meilleure façon de procéder. Puis sinon, au cas par cas, ben, c'est de faire la bataille chaque fois pour la justice sociale. Mais comme la logique des chartes des droits individuels font reculer la justice sociale, la langue française, la laïcité, ben, c'est comme si nos gouvernements ne sentent pas le courage, ils ne sont pas équipés au niveau des arguments pour faire une plaidoirie, c'est le cas de le dire, pour des grands enjeux collectifs comme la laïcité, la justice sociale, plutôt que les libertés individuelles. Ça devient très difficile, mais il faut avoir le courage de le faire quand même. On va ajouter, madame? Non. Monsieur Alphonse? Oui. Est-ce que le fait que la Charte, pas la Charte canadienne, mais notre contrat social de la Fédération ne reconnaissent pas la nation du Québec est un frein à notre reconnaissance internationale advenant le cas d'une indépendance? Au même titre, on peut dire les nations indiennes sont reconnues, elles peuvent se présenter à l'ONU, puis là, tout le monde se prend les mois devant elles. Nous, est-ce qu'on l'a déjà eu, cette reconnaissance-là? Ou est-ce qu'on l'a perdu à un moment donné? Je dirais qu'on ne l'a pas eu. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça nous nuit, parce que le fait de ne pas l'avoir, ça montre au reste du monde qu'on a besoin d'être reconnu, justement. Peut-être que ça nous aide, je ne sais pas. Monsieur Martin, vous avez une question? Oui. Excusez-moi, je ne suis pas avocat, là. Je vais m'exprimer dans mes termes. Au moment de la Constitution du Canada, enfin, pas la Constitution, mais la formation du Canada, le Canada était une créature des provinces. Et dans ce sens-là, d'après ce que je comprends, là, et dans ce sens-là, je me demande dans quelle mesure, comment il se fait qu'il n'y a pas eu de clause pour que une province puisse se retirer. C'est une association entre les provinces, là. Et comment se fait-il qu'il n'y a pas de proposition pour qu'une province puisse se retirer parce qu'après 2 ans, 3 ans, 10 ans, une province peut juger que son intérêt n'est pas servi. La population d'une province peut juger que son intérêt n'est pas servi par le fait de participer ou d'être membre du Canada. Le fait que ça a été une création des provinces, il me semble que toute l'histoire du Canada prouve comme le contraire. À partir du moment où le Canada est formé, les provinces sont soumises à sa prédominance. Oui, c'est un fait, et je pense que c'est un fait qui est caché par le caractère idéologique du fédéralisme. Les provinces qui rentrent dans le Canada pensent qu'elles peuvent en sortir. C'est pas nécessaire. Si la fédération était une fédération, on n'aurait pas besoin d'avoir une clause qui permette d'en sortir. Non? Mais c'est pas une fédération. Et c'est pas clair non plus que ça soit le résultat de l'accord des provinces, parce qu'il y a eu des pressions. Il n'y a pas eu de référendum. Moi, là, il y avait juste pour suivre qu'est-ce qu'il dit, vous, c'est Paul Rousseau, Charmot. Si c'est pas quand on dit fédéral, d'abord, ce ne serait pas fédéral. Pardon? Quand on dit les fédéralistes, ça voudrait dire ce ne serait pas des fédéralistes. Ce serait quoi? Ce serait des gens qui veulent un pays unitaire au Canada. Ce serait des pro-canadiens. Nationalistes canadiens. C'est des nationalistes canadiens. Donc, par définition, là, si on n'est pas une fédération, on est Un pays unitaire, avec Unitaire, un certain degré de décentralisation. La France, c'est ça. L'Italie, c'est ça. C'est un pays unitaire. Puis il y a des régions qui ont certains pouvoirs qui sont dévolus par l'autorité centrale, mais qui peuvent être retirés. Et ce serait pour ça qu'on ne peut pas s'en exclure. C'est ça.
Est-ce qu'il y a moyen d'y penser? Non, non, je pense pas qu'on ne peut pas s'en exclure. Moi, je pense qu'on peut s'en exclure, On peut. mais ils nous font croire qu'on ne peut pas. La volonté. Ben, admettons qu'on arrivait à se séparer, puis que la Cour suprême, justement, décidait d'invalider ça, puis de dire que ça va à l'encontre des droits et puis tout ça. Au niveau des relations internationales, puis comment qu'on fonctionnerait pour arriver à légalement se séparer si le reste du Canada ne veut pas reconnaître. Faire un référendum puis déclarer l'indépendance. Mais si on le déclare puis qu'eux, ils refusent. Ben, ça ne veut pas dire qu'au plan international, ils ne vont pas le reconnaître. OK. Ça dépend. Puis en gros, ça dépendrait de deux critères, l'effectivité et la reconnaissance internationale. C'est-à-dire, effectivité, si les fonctionnaires fédéraux au Québec commencent à obéir aux ordres du gouvernement du Québec souverain en devenir plutôt qu'aux ordres d'Ottawa, bon, ben ça va dans le sens de la souveraineté. Puis ensuite, ce serait d'avoir la reconnaissance internationale, entre autres avec la France et les alliés traditionnels du Québec. Oui. Il faut voir de ce côté-là les pays qui sont en train de se morceler, l'Espagne, Faut prendre l'Écosse. Dans une présentation antérieure de Savard Tremblay, il faisait la suggestion que dans une prochaine élection, que le Parti québécois fasse des propositions concrètes là, aux électeurs qui iraient, le cas échéant, à l'encontre du fédéral. Fait que, suivant le jugement sur la clarté, là, je suis pas un expert là-dedans, si le Québec exprimait une volonté claire sur un point précis qui va, mettons, contre la Constitution, le fédéral sera obligé de négocier. Alors, la question, c'est la suivante. Si, dans le cas d'une élection, il y a des choses comme ça qui sont proposées, que le parti est élu, est-ce que ça, ce serait suffisant pour considérer que c'est une voie, que c'est clair que le Québec demande ça, et que le fédéral sera obligé de négocier? Ben, en gros, l'avis de la Cour suprême sur la clarté n'est pas très clair. Pour le dire comme ça. Donc, ce qui fait qu'on c'est très difficile de répondre à votre question, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une obligation de négocier de la part du fédéral des autres provinces. Si effectivement il y a une volonté exprimée, bon, on peut penser qu'effectivement, si au lendemain d'une élection portant sur une revendication X, ensuite il y a une motion de l'Assemblée nationale pour faire part de la volonté du Québec de modifier la Constitution de telle manière, ça enclencherait possiblement effectivement cette obligation de négocier, mais il faut faire attention, c'est une obligation de négocier et non pas de conclure une entente. Donc, on peut aller s'asseoir avec le fédéral, on parle, puis finalement, bon, on n'arrive pas à s'entendre, puis ils ont respecté quand même leur obligation de négociation. Parce qu'il faut bien comprendre que la Cour suprême ne dit pas qu'il faut mettre de côté la Constitution canadienne et la procédure d'amendement. Donc, ils ont une obligation de négocier, mais à la fin, de toute façon, pour conclure l'entente, puis faire en sorte de modifier la Constitution conformément à l'entente, ça faut passer par la formule d'amendement de la Constitution. Si on parle, par exemple, de souveraineté du Québec, c'est pas clair, encore là, la Cour suprême ne donne pas la réponse, mais c'est soit que ça prend probablement l'unanimité des provinces, ou peut-être 7 provinces représentant plus de 50% de la population et le fédéral, il faudrait qu'ils soient d'accord. Donc vous imaginez si c'est l'unanimité, on s'entend dans notre référendum, finalement, l'île du Prince-Édouard et ses 150 000 habitants refusent de nous accorder l'indépendance, puis là on reste pris dans le Canada. Donc vous voyez que c'est un peu n'importe quoi. Donc l'obligation de négocier, il ne faut pas penser que c'est la mer à boire. Malheureusement, je pense que c'est pas grand-chose, mais puisque c'est leur règle de leur jeu constitutionnel, effectivement, on peut jouer là-dessus. Puis je pense qu'une simple motion de l'Assemblée nationale après une élection, elle les forcerait à négocier un peu. Un référendum les forcerait à négocier un peu plus. Madame en arrière de Jasmine. Oui, alors, moi, je me questionnais par rapport au fait si vous avez pensé à la question des Autochtones. Parce que techniquement, les Autochtones nous ont jamais cédé leurs terres ici au Québec. Et étant donné qu'ils sont de compétences fédérales, finalement, il y a des grosses chances qu'ils ne nous cèdent pas le Québec tel qu'il est avec ses frontières actuelles. Et je ne sais pas si cet aspect-là, vous avez déjà réfléchi, puis ce serait quoi la solution pour contrecarrer un peu cet argumentaire-là? Ben, je pense que les Autochtones ont le droit de décider s'ils veulent rester dans le Québec ou s'ils veulent faire autre chose. Ils ont pas été conquis, puis ils ne se sont pas soumis. Alors, c'est leurs droits ancestraux qui décident. Ils ont des droits politiques. Et c'est à eux de décider ça. Sinon, moi là-dessus, ce que j'ajouterais, c'est que il ne faut jamais oublier qu'au Québec, en terre autochtone, on n'est pas parfait,
mais on est quand même pas mal non plus, puis bien meilleur que plusieurs autres provinces. La Convention de la baie James, là, avant les chartes des droits, rien à voir avec les chartes des droits, ça a été un geste politique d'essayer de négocier avec les Autochtones pour pouvoir faire des barrages, puis pour leur retourner vraiment des milliards de dollars et tout pour favoriser leur développement. Ce qui fait que, puis si vous regardez, c'est un bon exemple parce que vous avez d'un côté de la baie d'Hudson, donc le Québec, avec la Convention de la baie James. De l'autre côté, vous avez le Manitoba et l'Ontario en bas, mais ensuite le Manitoba, qui avait eu aussi des barrages pour des populations semblables, des cris. Et les cris du Manitoba n'ont pas eu des traitements aussi bien que les cris du Québec grâce à la Convention de la baie James. Donc, je pense qu'on est là-dessus plutôt exemplaire. Ensuite, il y a eu plus récemment la paix des Braves qui est allée également dans le même sens. Donc, les Autochtones, c'est sûr que quand on parle de souveraineté, eux, ben, ils veulent avoir un rapport de force. Ils disent, si vous faites votre pays, nous, on va se séparer et tout. Ils vont se chercher un rapport de force. C'est de bonne guerre. Ensuite, une fois qu'on aura décidé de faire l'indépendance, je pense qu'ils verront que leur intérêt bien compris serait plutôt de rester dans le Québec, où ils sont traités justement, où une constitution leur accorderait des droits au moins équivalents à ceux de la Constitution canadienne. Puis sinon, sur le plan du droit international, quand même assez souvent, quand il y a un pays accède à l'indépendance, il accède à l'indépendance avec l'ensemble de son territoire. On peut penser à l'Algérie, par exemple, quand l'Algérie est devenue indépendante, ben, on n'a pas dit, même si la France aurait voulu garder le Sahara, où il y avait des parties du Sahara où il y avait des puits de pétrole, on a dit non. Quand un pays devient indépendant, c'est l'ensemble du pays. Donc il y avait les Européens d'Algérie au nord, il y avait le pétrole plus au sud. Il y avait plein de bonnes raisons pour dire, on vous accorde l'indépendance, mais pas sur l'ensemble de votre territoire, et ça n'a pas fonctionné. Donc il y a beaucoup de précédents au niveau du droit international où un pays devient indépendant. C'est avec l'ensemble de son territoire. Avec le gouvernement Couillard qui va accorder des nouveaux pouvoirs à la Ville de Montréal, en outre, est-ce que vous pensez que ces nouveaux pouvoirs-là peuvent venir, dans le fond, brouiller un peu les lignes au niveau du projet d'indépendance? Je n'ai pas l'impression. C'est interne au Québec, c'est des pouvoirs municipaux. C'est des pouvoirs qui portent, si j'ai bien compris, là, sur les infrastructures. Non, je ne vois pas de rapport. Puis effectivement, j'irais dans le même sens. Puis c'est la distinction que faisait plutôt la professeure Lajoie entre une fédération et un État unitaire. Dans un État unitaire, comme le Québec, qui est assimilable à un État unitaire, c'est le Québec qui crée les municipalités, qui leur donne des pouvoirs. Donc, les pouvoirs de Montréal sont prévus par une loi de l'Assemblée nationale du Québec. Puis ensuite, on peut reprendre les pouvoirs qu'on a donnés et tout. Et la municipalité n'a pas une espèce d'existence à part. Elle fait partie du Québec, puis en cas de sécession, elle suit. Le fait que le Québec, en 82, n'ait pas signé la Constitution, certains prétendent que, de facto, nous serions séparés de ce pays, du fait qu'on n'a pas signé. Est-ce que c'est valable, cet argument-là, de dire que, de facto, nous ne faisons plus partie du Canada? Parce que nous n'avons pas signé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est farfelu ou est-ce qu'il y a un fondement valable là-dedans? Écoutez, pour moi, il faudrait un référendum. Ça ne suffit pas. Je ne peux pas avoir signé. Il n'y a pas d'autre façon pour vous qu'un référendum pour régler? Peut-être qu'il y a d'autres formules auxquelles on pourrait penser? Donc, sur la question de l'absence de signature, effectivement, c'est la Cour suprême qui a décidé de cette question-là et a décidé que le fait que le Québec, même s'il voulait mettre son veto et tout, juridiquement, ça n'a aucune force, mais ça demeure un argument politique, je pense, le fait que le Québec n'ait pas signé la Constitution. Vous pensez quoi du fait que ça pourrait être soit la population et ou les provinces qui élient les juges à la Cour suprême du Canada et non pas le gouvernement fédéral? Bon, l'élection des juges, c'est quand même assez controversé. Bon, ça se fait dans certains cas aux États-Unis, mais pas au niveau de la Cour suprême. Bon, moi, je suis pas contre, je suis prêt à en débattre. Je n'ai pas d'opinion très précise sur le mode que ce serait l'élection. Maintenant, par contre, la participation des provinces, ça, c'est intéressant. C'est d'ailleurs une revendication traditionnelle du Québec au moment de Meach, entre autres. Puis si on regarde dans d'autres pays, il y a différents modèles intéressants où ce sera différentes instances qui vont nommer les gens, moins souvent de la Cour suprême, puis souvent du Conseil constitutionnel ou quoi. Vous allez avoir parfois, ça va être le président ou le premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale. Et là, différentes personnes, puis dont, effectivement, dans une fédération, idéalement, ce serait les provinces qui participeraient à la nomination. Mais en même temps, c'est pas vraiment une solution magique de dire le Québec participerait, ou même le Québec nommerait idéalement les 3 juges de la Cour suprême qui viennent du Québec.
Bon, ça serait mieux que la situation actuelle, évidemment, mais ça resterait 3 sur 9, donc on resterait minoritaire. Ça renforcerait la légitimité de la Cour suprême, donc elle pourrait encore plus se permettre d'invalider les lois québécoises. Donc, moi, l'idéal, ce serait que la Cour suprême n'ait plus juridiction au Québec, bon, idéalement avec l'indépendance, mais sinon même, dans le cadre d'un Québec qui reste dans le Canada, par exemple, en matière de droit civil, que nos décisions en matière de droit civil au Québec soient jugées par une cour, composée majoritairement de common lawyers, c'est un non-sens. On pourrait dire, en matière de droit civil, le tribunal de dernière instance, c'est la Cour d'appel. Et là, idéalement, la Cour d'appel devrait être nommée par le Québec et non pas par le fédéral, fait que dans la même lignée. Et là, ça aurait vraiment, je pense, un impact plus que juste un pouvoir de participer à la nomination de certains juges de la Cour suprême. Mais c'est une vraie question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais j'ajouterais que je serais défavorable à l'élection des juges. Ils sont beaucoup plus libres une fois qu'ils sont nommés. Et ils sont nommés pour jusqu'à la retraite, et puis ils ont la paix, puis ils ne sont même pas obligés de faire plaisir à ceux qui les ont nommés. Et on a des preuves de ça. Ils vont en fait dans le sens des valeurs, c'est ça que j'ai écrit dans le jugement de valeur, valeurs au pluriel. Ils soupèsent les valeurs dominantes dans la société, puis c'est ça qu'ils font comme jugement. Ce qui se passe à la Cour suprême, c'est que les juges décident, puis là, ils disent aux clercs, ils ont chacun 3 clercs pour les assister, alors ils disent aux clercs, va m'écrire des motifs. Ils prennent la décision, puis c'est les clercs qui décident des motifs la plupart du temps. Et puis, par ironie, quand c'est terminé, les clercs s'assoient ensemble, puis les juges en appellent la Cour suprême. Ma fille a été claire à la Cour suprême. Mademoiselle, vous avez une question? Moi, j'ai trouvé votre exposé sur la dérogation. Est-ce qu'on manque d'éducation, justement, à l'Assemblée nationale sur la nécessité de cette dérogation-là, ce qu'on pourrait appliquer sur la plupart des lois? Parce que si je comprends bien, et disons, le deuxième volet à ma question, ça serait aussi la maturité politique des citoyens du Québec, là, parce que même se questionner sur qu'est-ce qu'être citoyen, est-ce qu'on a cette maturité-là qu'il faudrait justement travailler peut-être déjà au secondaire sur la philosophie que vous exposiez tout à l'heure, à savoir la préséance du groupe plutôt que tous ces droits individuels que notre société valorise énormément. En tout cas, j'espère que je formule ça de façon compréhensible. Je vais tenter d'y répondre. Au niveau de l'Assemblée nationale, puis de la maturité, de la réflexion eu égard à la disposition dérogatoire, je vous dirais que c'est peut-être un petit peu plus avancé qu'on pense parce qu'il y a souvent l'utilisation de la disposition dérogatoire à l'Assemblée nationale du Québec, beaucoup plus souvent qu'au Parlement, où en fait, elle n'a jamais été utilisée par rapport à la Charte canadienne. Pour les autres provinces, je n'ai pas mené la recherche, mais je soupçonne que c'est vraiment au Québec où on l'utilise le plus, surtout par rapport à la Charte canadienne, ça c'est sûr. Donc, encore juste la session parlementaire dernière, l'automne dernier, 4 clauses dérogatoires par rapport à la Charte canadienne. On n'en parle pas dans les médias, drôlement. Systématiquement. Donc, c'est ça le pas qui reste. Le fait de l'utiliser quand c'est essentiel, ça, je pense que l'Assemblée nationale le fait assez souvent. Maintenant, une utilisation plus systématique, plus politique, ça, on a reculé par rapport à l'époque de René Lévesque. Et la raison, effectivement, je trouve ça bien que vous nous amenez sur la question de la maturité politique, parce qu'effectivement, toute la question de discours sur les droits et libertés, c'est beaucoup fait sur le mode de ce que l'auteur Frédéric Bastien appelle le populisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'on fait peur aux gens, les partisans des chartes font peur aux gens. S'il y a des clauses dérogatoires, on va suspendre vos droits, on va bafouer vos libertés, alors que c'est pas ça, c'est juste de dire, ben là-dessus, c'est peut-être pas les juges nommés par Ottawa qui sont mieux placés pour trancher, c'est vos élus. Puis si vous n'êtes pas content, dans 4 ans, vous changerez vos élus. Donc, c'est vraiment ça, une clause dérogatoire, alors que là, on tente de faire croire qu'on va violer les droits. Et effectivement, à ce moment-là, des fois, effectivement, les gens n'ont pas tout le recul au niveau de la pensée politique ou quoi pour bien se positionner par rapport à cette question-là. Et effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail à faire au-delà des aspects plus techniques sur vraiment un travail de pensée politique à faire au Québec. Puis il y a plusieurs gens qui font déjà du travail dans ce sens-là, Marc Chevrier, d'autres, sur une pensée qu'on appelle républicaine au sens français du terme. Et il y a effectivement du travail à faire au niveau pensée politique, mais ensuite au niveau éducation populaire. Et j'irai dans le même sens. Mais même le paradoxe au niveau de la perception du mot républicain par rapport aux États-Unis. Ils pensent aux républicains américains, donc tout à fait. Ça aussi, c'est problématique. C'est pour ça que moi, à un moment donné, je cherchais un équivalent de républicain. Peut-être qu'on pourrait parler de nationalisme progressiste. Peut-être que c'est la meilleure façon de le nommer au Québec quand on sort des cercles universitaires de spécialistes.
Comment? La conscience. Ouais, conscience citoyenne. Quand on retire, par exemple, des cours de philosophie dans les cégeps, est-ce que vous pensez qu'on développe davantage la capacité de réfléchir? Non, tout à fait. Même que le cours de philosophie, traditionnellement, dans la pensée républicaine, c'est un préalable au droit de vote. C'était comme ça que c'était pensé. Donc, au Québec, on a un petit peu ça parce que ça arrive à un moment important du cégep. Mais, effectivement, c'est pas très valorisé, malheureusement. Merci. Il est déjà 55 dépassé. Je me fie à l'horloge qui est là, mais elle n'est pas à l'honneur. Donc, une dernière question rapide, puis on va être obligé de clore. Il y en a qui ont des cours, malheureusement. J'avais deux petites questions par rapport aux Autochtones. Vous avez dit que les Autochtones pourront décider eux-mêmes, finalement, de qui ils veulent relever. On pourrait aussi croire qu'ils voudraient relever uniquement d'eux-mêmes. Moi, ce qui m'inquiète par rapport aux Autochtones, c'est les délimitations de leur territoire. Est-ce que quand vous dites qu'ils pourraient relever du fédéral, est-ce que vous voulez dire qu'ils pourraient décider, OK, notre territoire devient de juridiction du gouvernement canadien, ou bien est-ce qu'ils pourraient aussi décider, on devient indépendant, mais là, il y a 11 nations autochtones, est-ce qu'ils s'entendent toutes sur voici où commence mon territoire et où finit le tien? Alors, c'est toute la question du territoire, moi, des Autochtones qui me trouble le plus. Fait que ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est par rapport à l'union du Bas-Canada et du Haut-Canada, qui a fait en sorte que le Bas-Canada a absorbé toutes les dettes du Haut-Canada. Est-ce que, je veux dire, souvent les avocats et les juristes ont tendance à reculer très loin dans le passé, alors qu'en politique, on a de la misère à aller plus loin que 10 ans en arrière. Est-ce que ce serait un argument valable dans une négociation, disons, des dettes entre le Canada et le Québec au moment d'une séparation? Le fait qu'on a absorbé toutes leurs dettes il y a 150 ans à peu près. Donc, c'est mes deux questions. Alors, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des problèmes de territoire, mais ils sont là. Ça ne change rien au fait qu'ils ne sont pas conquis, ils ne sont pas soumis. Sauf ceux qui ont signé des traités, mais ça, c'est autre chose. Et puis, votre autre question, Sur le partage de la dette. Oui. Je ne sais pas si ça ferait un argument. Il y a prescription. Rapidement là-dessus, ça pourrait être un argument politique, mais je pense pas que ça jouerait un rôle déterminant. Sur la question des Autochtones, j'ajouterais la chose suivante. Au-delà des questions de droit, il y a certains en éthique qui se sont prononcés sur la question de savoir quand est-ce qu'on peut faire sécession et que ça s'est justifié. Il y a plusieurs critères, mais les deux qui ressortent beaucoup, c'est un peuple peut faire sécession quand il a tenté une réforme, qu'il a demandé, par exemple, au peuple majoritaire une réforme et que ça a échoué. Donc, dans ce cas-là, le Québec, je pense qu'on peut dire qu'on remplit cette question-là, ce critère-là. Les Autochtones, pas nécessairement, parce qu'il y a quand même eu des ententes. Bon, là, ça dépend de quel peuple, mais il y en a eu beaucoup. Et au Québec, on est encore prêt à faire des concessions ou quoi. Donc, ils ne répondent pas à ce premier critère-là. Le deuxième critère, c'est de dire, lorsqu'un peuple fait sécession, idéalement, il faudrait qu'il offre au peuple majoritaire duquel il se sépare une espèce de partenariat. Par souci de maintenir certains liens. Le Québec, manifestement, est toujours allé dans cette voie-là au niveau des deux référendums. Donc, on peut penser que si les Autochtones choisissaient d'avoir leur propre pays ou quoi, il y aurait quand même une espèce de partenariat avec le Québec pour maintenir des liens fort féconds qui existent à l'heure actuelle dans le nord du Québec. Je voudrais préciser une chose à propos de... Ils ne se sont pas soumis, puis ils n'ont pas été... je parlais du Québec. Au Québec, il y a juste le nord où il y a un traité. Un seul traité. Dans le reste du Canada, il y a des traités numérotés. Les autres, ils sont liés par leurs traités. Mais il n'y en a pas eu de traité numéroté au Québec, puis il n'y en a pas eu en Colombie-Britannique. Alors, dans ces deux provinces-là, voilà. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de Merci à vous tous de vous être déplacés aussi. On vous rappelle qu'il y a des conférences à tous les midis cette semaine. Au plaisir de vous voir. À la gorge. C'est en arrière du centre culturel.